Laurent Roland, Tonekes, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour. Amis téléspectateurs et internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent Roland, Tonekes, on va démarrer par un premier sujet sur les levants. On parle, soyons, j'ai envie de dire, chauvin. Nous sommes à Bomé-Calavi, nous sommes à Golo. Soleil Levant, je n'allais pas parler des médias, non. Plutôt du dédoublement de la route Akasato à Lada. Soleil Levant écrit: les riverains crient victoire contre l'insécurité routière qui a trop duré. Mention spéciale à l'équipe gouvernementale du Bénin. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Donc, on ne peut que se réjouir de ce que, enfin, le gouvernement a décidé que cette voie soit aménagée en double voie et que nous puissions être plus ou moins, de toute façon, en sécurité, notamment concernant la sécurité routière. Nous qui avons emprunté ce tronçon, pratiquement, ça fait 8 ans que je fais ce tronçon en venant à Glodjigbe. Et je crois que pour vous, ça fait déjà 10 ans, plus que 10 ans déjà. Et nous, Dieu seul sait combien de fois moi j'ai vu des gens mourir sur ce tronçon, combien de fois j'ai vu les gens blessés, combien de fois je suis tombé blessé également, combien de fois j'ai vu des collègues ici frôler le pire, notamment, je vais citer quelques cas, Carnot François Rondé À plusieurs reprises. Oui, à plusieurs reprises, Monsieur Félix qui est notre conducteur, autant de personnes dans cette maison qui ont fait les frais de cette insécurité. Pégil de Vidaba. Donc, beaucoup de fois, Dieu seul, Dieu nous protège en réalité, parce que quand vous faites ce tronçon pendant tout ce temps et que Dieu vous garde encore en vie, il vaut mieux remercier Dieu, continuer à remercier Dieu. Parce que des gens, on a vu, des gens se retrouver sur les camions, des véhicules totalement cabossés, des gens mourir devant nous comme ça. Et ne parle même pas de l'entrée principale de la fondation, c'est dans les descentes ici, où les gens conduisent n'importe comment, où vous voyez, vous venez un lundi matin et vous voyez un véhicule 9 places déjà totalement cabossé, 3 morts déjà par terre, ou 4 morts ou 5 morts déjà au portail, et vous voyez du sang couler déjà comme ça. On a vu tellement de choses sur ce tronçon que aujourd'hui que cette voie est en chantier, on ne peut que se réjouir et dire, enfin, et c'est pourquoi il dit mieux vaut tard que jamais. Féliciter, remercier le gouvernement, pas féliciter, c'est leur job, les remercier pour avoir finalement pensé aménager cette voie, parce que oui, cette voie, on en parle depuis 8 ans, depuis là, mais personne ne voulait réagir, et fort heureusement. Je remercierai au moins ceux qui ont eu l'idée de créer la zone industrielle de Glodjigbe. Vous pensez que non, mais écoutez, ceci explique cela? Ne nous leurrons pas. Si vous êtes investisseur et que vous allez à la zone industrielle de Glodjigbe, que vous allez là-bas et que vous voyez que c'est une seule voie et qu'il y a des accidents au quotidien, est-ce que vous allez investir là? Vous n'allez pas le faire. Donc, fort heureusement, certainement, l'avènement, je dirais que peut-être que c'est déjà prévu. Un projet, oui, mais l'avènement de la GDIZ a certainement accéléré la volonté du gouvernement, le processus, pour qu'on aille très vite à l'aboutissement, en tout cas à la réalisation de cette voie. C'est déjà une bonne chose et on ne peut que dire merci. Seulement que, parce que tel que la voie est réalisée, quand vous regardez les ponts qu'ils sont en train de faire, il n'y a pas d'issue. Moi, j'attends de voir, et c'est pour ça que j'interpelle les députés qui viennent voir là où les gens sont en train de faire les ponts. Vous allez voir que les ponts s'ouvrent sur des domaines. Il faudrait pas que en face de nous, à Sévra ici, de l'autre côté, là où ils ont déjà fait la première partie, le pont s'ouvre sur le champ d'Anna, le grand domaine qui est en face là. Et puis quand il pleut, il y a un grand trou devant le domaine, déjà à l'entrée principale du domaine d'ailleurs. Et de l'autre côté, ici, ils vont faire, je suis sûr que le pont s'ouvre sur la clôture de Sévra. Du coup, avec la pression, la clôture finira par tomber si on doit faire exactement ce qu'ils ont fait de l'autre côté. Vous allez au niveau de l'IPS, l'ancienne entreprise de l'IPS, c'est pareil. Le pont s'ouvre sur une palmeraie, une parcelle vide de quelqu'un, juste à côté de l'IPS. Et de l'autre côté, ils n'ont pas encore réalisé. Donc, ça, quand ils vont réaliser, il y a des maisons de l'autre côté. Donc, l'un dans l'autre. Et puis, la dernière fois, nous avons été interpellés par des habitants de Glo, je sais quoi, entre Glo et Zé, qui ont subi cette affaire. Parce que, tel que les ponts, ils ont fait réaliser les ponts s'ouvrent sur des maisons. Et donc, il a fallu qu'il y ait juste. Il a suffi qu'il y ait une de pluie et les maisons sont inondées. Encore que dans cette zone, les maisons sont en terre cuite. Et donc avec la pression de l'autre, vite ça peut tomber. Donc je crois que à ce niveau, je ne sais pas, je crois que c'est, moi j'en parle, et si les députés, certains nous suivent, ils n'ont qu'à descendre pour venir voir ce dont on parle,
pour interpeller le gouvernement sur la question, pour dire pourquoi est-ce que l'entreprise fait ça. Parce que normalement, quand on fait ces ponts, en amont, on fait de grands canaux, des caniveaux, pas de grands caniveaux, et puis l'eau, les caniveaux recueillent l'eau. Mais on n'a pas encore vu ça, et je ne sais pas pourquoi ça se fait de cette manière, pour mettre en difficulté ceux qui sont au niveau, vivent aux alentours de la voie. Il va falloir très vite trouver une solution pour ça. Il faut très vite trouver une solution pour ça, et comme vous le disiez, il va falloir peut-être que les députés, justement, descendent, sont guérir de la situation, oui, et pourquoi pas interpellent le gouvernement. En attendant, ce qui préoccupe les députés, Laurent Roland Tonnerre-Ikes, c'est la situation des dialysés au Bénin. Beaucoup de quotidiens en parlent ce matin. Les propositions des députés Gérard Benoît, Sophia Tchanou et Nathan Ake, par exemple, sont à lire dans les colonnes de Adiache News. Je pense qu'il y a un autre quotidien qui parle notamment, en tout cas, de cette volonté pour les députés. Voilà l'événement du jour qui écrit: les députés plaident pour la prise en charge totale des dialysés. Oui, il n'y a pas débat à faire en la matière. Si la prise en charge totale existait avant le gouvernement de la rupture, c'est un acquis à pérenniser. Parce qu'il s'agit des filles et des fils du Bénin qui sont en difficulté. Ils ne sont même pas nombreux. D'ailleurs, on a évoqué le coût la semaine dernière, c'est 2 milliards de francs CFA. Donc 2 milliards ne seraient manqués à un État qui aspire à être un État moderne, un grand État, pour sauver ces enfants qui sont en difficulté. Donc je pense, et j'insiste sur le fait qu'il y a matière à agir au plus vite pour prendre en charge. Parce que c'est aussi un indicateur pour les investisseurs également. Si la prise en charge est totale et gratuite chez vous, les gens n'auront pas de gêne à venir chez vous parce qu'ils se disent, si je suis là-bas en difficulté, je peux être pris en charge. Pourquoi est-ce que nos compatriotes, certains de nos compatriotes qui sont malades, se retrouvent en Côte d'Ivoire? Parce que c'est gratuit là-bas. Cela suppose que quoi? Beaucoup de personnes auront peut-être intérêt à aller là-bas. Parce que si vous avez un employé et que vous avez une assurance et vous devez prendre en charge cet employé, et que vous savez très bien que vous voyez que au Bénin, la prise en charge pour la dialyse n'est pas gratuite et que c'est vous qui devez supporter ça. La dernière fois, ils ont rappelé le coût, ça fait 120 000 francs par dialyse, par chaque opération. Et si vous devez faire 2 ou 3 fois dans la semaine, regardez ce que ça coûte pour un employeur. L'employé, l'investisseur n'aura d'autre choix que peut-être d'aller investir en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je pense que ça doit rentrer dans le cadre. En tout cas, on doit considérer ça comme un indicateur de performance ou un indicateur de développement pour dire oui, c'est aussi un levier sur lequel on peut jouer pour rassurer les gens, pour que les investisseurs qui souhaitent venir ici n'aient pas en tête que, bon, si je vais au Bénin, si les gens sont malades chez moi, c'est moi qui supporte ce coût faramineux. Il faut très vite agir. Et je crois que 2 milliards, ce n'est pas beaucoup d'argent. En tout cas, pour ceux qui ont appris, nous ont appris à réciter, à appeler les milliards, parce que 45 milliards, 50 milliards, 115 milliards en prêt obligataire, je ne sais pas, 25 milliards en une semaine, ils nous ont appris à parler le langage du milliard. Donc, si vous avez appris à parler le langage du milliard, je ne sais pas pourquoi, en quoi 2 milliards, c'est beaucoup pour vous, pour ne pas sauver des vies depuis des mois, depuis des années. Autre préoccupation des parlementaires, Laurent Roland Tonnerre-Ikes, et c'est le quotidien Soleil Levant qui en parle ce matin, amélioration des conditions de vie des professionnels des médias au Bénin. Les parlementaires très préoccupés. La ministre Aurélie Adam Soulé-Zoumarou répond aux interrogations du député Baké Chabi-Goro. Les députés plaident pour un réel soutien gouvernemental aux entreprises de presse. Ce n'est pas nouveau ce que les députés ont dit. Nous, journalistes, nous l'avons dit tout le temps. Les patrons de presse ont évoqué le sujet tout le temps. L'aide de l'État à la presse privée, on l'a évoqué tout le temps. Ça fait 8 ans que nous attendons. Si enfin, parce que les députés en ont parlé, le gouvernement peut se pencher sur le cas, bonne nouvelle. On va se réjouir et les remercier. Moi, je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est la volonté politique. Ce n'est même pas l'affaire de réforme, parce que je vois tout le monde, en tout cas, sortir les muscles pour dire oui, il faut réforme, il faut réforme. Bref, quelle réforme? Aucun politique ne fera une réforme qui le mette en difficulté. Aucun régime. Il faut qu'on cesse de se leurrer. Quand le moment viendra, on vous mettra dans des instants, on va faire atelier, on va vous parler, puis après vous allez accepter. De quelles difficultés parlez-vous? Vous pensez que améliorer les conditions
de travail et de vie donc des professionnels des médias serait contre-productif pour le gouvernement, pourrait nuire aux intérêts du gouvernement? Ce que vous ne savez pas, expliquez-nous ce qui se passe dans votre tête. Je ne sais pas dans ma tête. Ok. Et vous savez très bien que dans les stratégies politiques, quand vous êtes en difficulté, vous êtes soumis. Quand on vous permet d'avoir une certaine aisance, vous avez la liberté de dire tout ce que vous voulez. D'accord, on commence par comprendre ce qui se passe dans votre tête. Donc c'est d'abord, à dessein que les professionnels des médias, voulez-vous nous dire, sont maintenus dans cet état. C'est à dessein que les politiques... De précarité, osons le dire. C'est à dessein que les politiques, partout au monde, veuillent maintenir une partie de la population dans la précarité. Parce que dans ces conditions, on peut faire de vous tout ce qu'on veut. Vous pensez, vous rêvez, vous. Moi, je ne rêve pas. Écoutez, moi, je dis une chose. Mais alors, si la solution ne vient pas des politiques, d'où pourrait-elle venir? Parce qu'on a entendu la ministre c'est ce que je vous dis. Qu'il s'agirait de revoir le modèle économique au niveau donc, des entreprises de presse. Oui, la ministre a parlé. Elle est au gouvernement depuis combien d'années? Ok. Elle ne connaît pas les difficultés des journalistes. On a fait le ministère de la Communication, on lui a versé certaines structures du ministère de la Communication. Mais elle est là depuis quand? Vous pensez qu'elle ne connaît pas? Ce n'est pas en 2024 qu'elle va parler à l'Assemblée nationale, moi je vais faire voir ce qu'elle dit. Moi j'estime que je ne rêve pas. À des moments donnés, osons nous dire la vérité. Et moi, peut-être si je le dis comme ça peut les amener à changer, à faire quelque chose, à me défier. Je suis prêt à ce qu'ils me défient. En faisant tout le contraire de ce que je pense d'eux et que nous puissions avoir des conditions de travail améliorées. Écoutez, les patrons de presse, s'ils n'ont pas des contrats qui leur permettent de dire ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent sur les médias ou bien dans leurs journaux, dans une certaine mesure, est-ce qu'ils ont la possibilité de payer bien les journalistes? C'est une chaîne. Donc, moi, je ne suis pas dans la complaisance. En tout cas, moi, je pense, et j'insiste sur le fait que je dis la solution viendra des politiques. Mais ça fait 8 ans que ces politiques en question sont là. Et ils sont bien conscients de ce que nous vivons. On n'a pas cessé de le dire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait véritablement? Le premier des politiques a également clairement signifié récemment sa volonté justement d'opérer une réforme. Et c'est ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est bien clair, mon cher ami. Réforme, d'accord. Mais réforme pour le bien véritable et pour mettre en difficulté. Parce qu'une presse libre, véritablement avec les moyens, n'arrange aucun régime au monde. En fait, les régimes sont unanimes sur le fait que si on donne tout aux professionnels de médias qui sont à l'aise, qui sont à l'abri de ces choses, c'est qu'ils ont la possibilité. Et donc, il y a des gens qu'on maintient par le contrat. Il y a des gens qu'on maintient par des intérêts inavoués pour dire, bon, voilà. Et puis, écoutez, lancez maintenant une alerte ce matin, lundi, 8 juillet 2024. Essayez de voir dans la journée combien de journalistes vont vous accompagner. Le véritable problème est là. Parce que vous défendez un idéal, mais les gens défendent leurs intérêts. Vous voulez que dans ces conditions-là, qu'on ait quelle solution? C'est quand on aura réussi à faire l'unanimité au niveau de la presse et qu'on va ensemble défendre un idéal qu'on pourra avoir la solution que vous envisagez là. Mais aussi longtemps que, pendant que d'autres défendent un idéal et d'autres défendent leurs intérêts, ça ne changera pas. Et chacun devra alors faire l'effort de vivre avec ça. Pendant ce temps, en tout cas, l'arrivée à la tête, sinon la nomination à la tête de la HAC du président Edouard Loko continue de faire rêver plus d'un. Le quotidien L'Observateur en parle dans ses colonnes ce matin. Régulation des médias au Bénin, Edouard Loko, une longue carrière jalonnée de succès et de contributions significatives. De l'élection à la nomination, son expertise et sa connaissance approfondie au mécanisme de la HAC seront des atouts majeurs. Laurent, on en parlait, je pense, en fin de semaine écoulée. Vous voulez que je répète? Allez, on va poursuivre. Mon avis n'a pas changé sur la question. On va poursuivre, oui. Je ne rêve pas. Je préfère souhaitons tout le meilleur à Edouard Loko et à son équipe. Évidemment. Tout le meilleur, évidemment. Mais ne rêvons pas. Évidemment. Allez, dans la suite, Laurent Roland Tonekes, maintenant, on revient sur un sujet... allez, on parlait en tout cas à l'entame de ces travaux qui sont réalisés sur la route à Kassato à Lada et Soleil Levant
qui décernait donc une mention spéciale à l'équipe gouvernementale. Dans la même commune, par contre, le grand jury nous en parle. Le député du Parti des démocrates, Antonin Milofi Runga, estime que le gouvernement Talon n'a rien réalisé. Laurent Roland Tononique qui s'attarde notamment sur le cas de Soava, mais en général, dans la commune d'Abomey-Calavi, le député estime que le gouvernement n'a rien réalisé, il n'est que dans des projets et non dans les concrétisations. C'est ce que je reproche aux opposants, ça. Les opposants, je ne les comprends pas. Nous ne sommes plus à l'époque où il faut tout peindre en noir pour un régime. Aujourd'hui, les populations voient, et la mentalité population, même si les gens n'apprécient pas Patrice Talon à 100%, je crois que les gens ont pu voir ce qu'a réalisé le monsieur à la tête du Bénin. Il ne faut pas qu'on se leurre. Moi, je ne suis pas dans en tout cas, cette manière de faire. Je ne comprends pas mes compatriotes, ceux qui se réclament de l'opposition. Qu'on ne le veuille pas, des choses ont été réalisées dans la commune d'Abomey-Calavi. Et n'eût été le fait que les gens de Calavi ont vendu tous les domaines, Calavi aurait déjà son stade. Tout au moins. Comme les autres 22 communes qui ont leur stade. Malheureusement, ici, ils ont tout vendu, il n'y a plus de grands domaines. Ce n'est pas la faute à Patrice Talon à ce niveau. Mais je peux me réjouir de ce qu'il y a des voies qui sont aménagées dans la commune d'Abomey-Calavi. Il y a des endroits où vous ne pourrez pas circuler. Mais prenez la route pavée, la voie pavée à côté ici, SOS. Vous sortez par là, vous voulez sortir par, comment vous appelez, le Michoui. Là-bas, vous sortez, je ne sais pas, Zoubadje. Quand même, il y a du bitume là aujourd'hui. Vous savez quand il pleuvait avant, là où il y a, comment vous appelez ça, il y a Gondwana, il y a quelque part qu'on appelle Gondwana ou Bafana, quelque chose comme ça, dans la zone. C'est difficile de circuler. Contournez par là-bas, allez voir vers Zoubadje, tout ça là. C'est des choses qui sont réalisées. Et les populations qui sont dans cette zone ne vous diront pas le contraire. Enfin, ne seront pas de votre avis si vous allez leur dire qu'on n'a rien réalisé. Qu'on a réalisé. Vous prenez la voie pavée ICC, vous sortez le nouveau goudron qui sort par derrière la maison de Kérékou. C'est difficile de circuler là. Mais aujourd'hui, c'est aménagé. Quand vous prenez le carrefour, autrefois carrefour pavé Kérékou, qui est devenu bitume Kérékou pour aller vers le marché, quand même. Il y a quelque chose qui a changé là. Et quand on regarde, même si on n'est pas encore d'accord totalement pour ça, quand vous regardez dans la zone du marché de Gros qui est réalisé, il y a des travaux en cours là. Tous ces travaux qui sont en cours là, même le marché qu'on est en train de vouloir délocaliser là, c'est pour viabiliser la zone. C'est ça. Il y a le chic. Il y a le chic. Bon, le chic, oui. Voilà. Et même la voie, d'ailleurs, même la voie pour aller vers l'hôpital, quand même, c'est un chantier. Qu'on ne commence pas à peindre tout en noir. Qu'on se dise la vérité. Ah oui, à tel niveau, telle chose a été réalisée. Moi, j'aurais aimé que le député nous dise combien ça a coûté ces voies dans son rôle, plutôt que de dire que rien n'a été réalisé. Et quand vous dites des trucs comme ça, les populations, parfois, ne vous prennent pas aussi au sérieux. Parce qu'il y a des gens qui ont envie de vous écouter ou de vous suivre, mais ne vous prennent pas au sérieux. Je suis d'accord que sur la question de la route de l'Ambacadère d'Akasato, je l'ai évoqué à plusieurs reprises. Et c'est son frère. Et puis, Van Renfort, qui était député à l'Assemblée nationale, et qui passait devant le marché à Kassato, où la voie est cassée là. Il n'a jamais évoqué ça. Il a été dans la 8e législature, député. Et il allait à Soava chez lui. Mais la voie, l'Ambacadère est restée là tout le temps. Il n'a qu'à aller interpeller son frère pour dire qu'est-ce qu'il a fait de son mandat. Parce que le véritable problème aussi, c'est ça. C'est que quand vous êtes élu, vous avez l'obligation aussi de rappeler au chef, même si vous le soutenez, de lui dire, ah, dans telle localité, dans ma localité, il y a telle chose qu'on doit réaliser. Ça fait des années qu'on demande que l'Ambacadère, la voie de l'Ambacadère de Akasato soit aménagée. Personne pour défendre ça. Je suis d'accord qu'il évoque ça. Sur cette question, il a raison. Et je profite pour dire même l'Ambacadère, Pota, vers Tokwa-Zungo, le marché de Tokwa-Zungo. Il faut aménager ça aussi, parce que ça fait longtemps que la voie là existe, mais déjà on voit que c'est dégradé par endroits. Mais là aussi, je suis perdu de dire, quand vous allez dans le marché, il y a la maison de l'ancien chef d'arrondissement de Calavi Centre, à Djidjola Djelili, qui est un soutien de taille pour le pouvoir en place. C'est à eux de jouer ce rôle-là. Patrice Talon ne fera pas tout parce qu'il a aussi des priorités et peut-être d'autres acteurs petits négocient mieux pour leur localité. Donc moi je dis, il faut qu'il arrête, le député Antoine Milofi, qu'il arrête de dire
qu'on n'a rien réalisé à Bourg-Clavier. Je ne suis pas un soutien de Patrice Talon, je ne suis pas UP ni BR, et je ne suis pas démocrate non plus. J'estime que nous devons pouvoir reconnaître les efforts qui sont faits. Et maintenant, quand on finit de reconnaître, on peut peut-être soulever les insuffisances. Qui interpelle pour dire le marché de gros que vous avez réalisé à Bourg-Clavier, combien vous avez réalisé ça? Qui l'interpelle vraiment sur la question des personnes qui ont été délogées de ce côté-là et qui, certains parmi eux, n'ont pas encore été totalement dédommagés, qui l'interpelle sur la question, cette problématique pour dire pourquoi on les dédommage pas eux tous, pourquoi est-ce qu'on a acheté les domaines chez ces personnes à ce prix-là? Je suis d'accord qu'il interpelle le gouvernement sur ces questions, mais qu'il ne vienne pas dire que rien n'a été réalisé. Je ne suis pas... Moi, je pense qu'il faut que nos politiques évitent d'être complaisants parce qu'ils veulent montrer au peuple qu'ils sont vraiment du côté du peuple. Non, on peut être du côté du peuple et reconnaître la vérité. Hein. Ce discours est dépassé, dites-vous, Laurent. C'est dépassé, on n'est plus à cette époque. Ah, ce qui est d'actualité, par contre, c'est la délocalisation. Parce que quand vous regardez ceux qui sont dans la zone de Nouveau Goudron, Paris, c'est sorti par le domicile de Kérékou, là. Il y a des gens devant les maisons, vous ne pouvez pas circuler. Aujourd'hui, on a mis du bitume. Aujourd'hui, il y a du bitume. Donc, vous allez faire campagne, allez chez ces personnes, vous dites que Talon n'a rien réalisé. Il va vous foutre dehors et il ira voter alors pour l'équipe de Talon. Il vaut mieux dire, ah, c'est bon, mais moi, j'aurais aimé que la voix soit mieux élargie et qu'on essaye de mettre plus de lumière et que finalement, qu'on dise. Là, la personne qui est là, qui a profité de la voix, peut vous comprendre et dire, oui, d'accord, je pense que oui, parce que tel que ça se passe là, c'est tellement exigu et difficile de faire des manœuvres. On peut comprendre peut-être ces interpellations-là, mais ne pas aller dire que rien n'a été réalisé. Je pense qu'on veut continuer dans la politique politicienne à peine tout en noir, et ça ne mange plus en 2024. Discours dépassé. Ce qui est d'actualité, par contre, Laurent Roland-Toniquet, c'est le sujet de la délocalisation du marché de Dantokpa. Même ce week-end, on en parlait sur nos antennes au travers de l'entretien du dimanche de Donclam Abalo avec son invité, qui s'insurgeait un peu donc contre ce projet gouvernemental. Entre-temps, le porte-parole du gouvernement est monté au créneau pour assurer les uns et les autres par rapport à la suite du projet, notamment ce qui est pensé pour le marché d'Antokpa, l'emplacement donc du marché une fois que celui-ci aura été délocalisé. Dynamisme Info estime en tout cas que c'est un débat intéressant dans lequel les mouvanciers sont aux abonnés absents. Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais déjà même aussi que l'honorable député Minefi interpelle le gouvernement sur, par exemple, l'éclairage du tronçon échangé-Godomé à Kassato. Ça, c'est évident, ça. Donc, il peut interpeller le gouvernement sur la question pour dire. Depuis des années, on évoque le sujet. Quelqu'un m'a remarqué dans sa voiture avant-hier, je crois que difficilement il circulait, parce que difficilement on voit parfois vous retrouvez pratiquement sur le trottoir. Donc, sur ces questions-là, on peut interpeller le gouvernement pour évoquer le nombre de cas d'accidents que nous voyons sur ce tronçon. Alors, pour répondre à votre question, je crois que oui, c'est un débat intéressant, comme le dit Dynamisme Info, dans lequel les mouvanciers sont aux abonnés absents, et ça se constate. Vous savez que sur des questions essentielles qui pouvaient remettre en cause la volonté de Patrice Talon, les mouvanciers sont toujours aux abonnés absents, parce que malheureusement, c'était beaucoup parmi eux n'ont pas les couilles nécessaires de l'affronter. Pour lui dire, Monsieur le Président, à ce niveau, nous ne sommes pas d'accord. Mais mon problème à ce niveau, c'est que j'ai l'impression, et c'est mon avis, que ce débat intervient maintenant trop tard. Sur la question, mon impression, c'est que ce débat intervient trop tard. Vous voyez, tel que tout le monde prend la parole aujourd'hui pour démontrer par A plus B comment est-ce que le marché ne peut pas être délocalisé. Si ce débat avait eu cours en 2018, quand le chef de l'État avait commencé à parler de ça, je suis sûr que ça n'allait pas aboutir. Mais là, maintenant, on a réalisé les infrastructures là. Vous voulez qu'on fasse quoi de ces infrastructures? Donc, je pense que parfois, les acteurs politiques doivent pouvoir, certains, je veux bien le dire clairement, doivent quitter l'émotion à un moment donné et véritablement agir quand il faut agir plutôt que d'attendre. Maintenant que nous sommes restés silencieux, et tout le monde dit que les travaux sont en chantier à Bourg-Clavier, on a délogé des gens, en tout cas, on a pris leur domaine, et puis c'est vrai que certains ont déjà été dédommagés. Après ça, il y a d'autres domaines qui ont été réquisitionnés, et ces gens n'ont pas été totalement aussi dédommagés. Donc, quand on faisait tout ça, le gouvernement ne manquait pas de communiquer. Bien sûr. On est resté silencieux. Et c'est maintenant qu'on a fini les travaux,
n'eût été la question de soja qui a occupé entre-temps les locaux du marché de gros à un moment donné, c'est que peut-être que la décision aurait été prise depuis l'année passée pour délocaliser. Donc, cette affaire de soja peut-être a retardé un peu les travaux et puis en même temps aussi une certaine chose. Moi, j'insiste sur le fait que c'est très important ce qu'on dit, oui, le marché d'Antoine ne peut pas être délocalisé de cette manière parce qu'on a comme l'impression qu'on est en train d'enlever tout ce que nous avons comme patrimoine, on est en train de reprendre tout, reprendre tout à zéro et que oui, beaucoup d'arguments, j'ai pu suivre M. Diankaki, qui était... sur nos antennes qui a été DG Sogema, j'ai pu voir la position du professeur Assogba, un certain nombre de personnes, mais qui, ma foi, je pense que c'est un débat qui intervient un peu tard. Un peu tard. Après, quand on parle du silence aussi des acteurs de la mouvance, il faut tout de même nuancer, puisqu'on en a vu quand même qui ont défendu le projet. Peut-être pas tous, peut-être pas certaines têtes qu'on aurait voulu entendre, mais on en a vu quelques-uns quand même défendre le projet. Non, ce que je vous dis, ce que dit, il faut comprendre. Il y a des gens qui sont dans la mouvance aujourd'hui, qui sont convaincus qu'on ne peut pas délocaliser le marché d'Antoine de cette manière. Mais qui n'osent pas le dire. Ils ne le diront pas. Ils vont attendre peut-être que Patrice Talon quitte le pouvoir en 2026 pour venir nous jouer les vraies positions pour dire oui, ce qu'il avait fait là, c'est pas bien, c'est mauvais. On lui a parlé, il n'a pas écouté. Vous lui avez parlé quand Quand vous lui parlez et que vous ne voulez pas vous écouter, il ne vous écoute pas, démissionnez. Dites clairement que vous parlez depuis qu'on ne vous écoute pas et qu'on ne prend même pas en partie ce que vous dites. Et là, tout le monde saura qu'à moi, vous avez l'honnêteté de dire ce que vous pensez et qu'on ne vous a pas cru. Et en son temps, on peut vous dédouaner. Et c'est en cela que je voulais interpeller le peuple béninois. Tout ce qui se passe maintenant là, il faut que les gens enregistrent ça. On doit archiver tout ce qui se passe aujourd'hui. Pour que dans 5 ans là, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans là, qu'on joue ça à certains acteurs politiques, pour leur rappeler ce qu'était leur image et ce qu'ils veulent sembler nous faire croire maintenant. Parce qu'on a vu beaucoup de personnes applaudir Boni-Yayi sur des sujets essentiels dans ce pays. Des gens accompagnent Boni-Yayi à Maria Glita, installer Maria Glita. Mais ces personnes viennent aujourd'hui nous jouer les innocents politiques pour remettre en cause la gestion de Boni-Yayi. Et pourtant, ils ont été ministres ou je ne sais quoi. Mieux cotés dans le gouvernement de Boni-Yayi pendant 7 ans, pendant 8 ans. Avant de sembler démissionner, en tout cas, dans une certaine mesure. Et aujourd'hui, je viens de jouer les saints en politique. Et c'est pareil beaucoup aujourd'hui. Ils sont là. Ils seront les premiers à désavouer Patrice Talon s'il part en 2026. Et dit que voilà, qu'il était un mauvais chef d'État, il était têtu, on le parle, il n'écoute pas, et il est imbu de sa personnalité, il est impulsif. Écoutez, les acteurs politiques qui sont là, ils sont tous dangereux, toutes catégories confondues. Il y a tellement d'hypocrisie en politique au Bénin que finalement je me dis, quel avenir nous voulons laisser à nos enfants, quel pays nous voulons laisser à nos enfants. Il faut à un moment donné que les gens aient le courage de dire ce qu'ils pensent. Je sais que moi, quand je dis que certaines choses, ça les dérange, ils me traitent de tous les noms, mais ça n'engage que moi. J'assume ça, parce qu'à un moment donné, je dis ce que je pense. Et je prie Dieu de toujours m'inspirer pour que je ne tombe pas de l'autre côté dans la complaisance ou dans l'hypocrisie politique. Mais que je dise aux gens ce que je pense. Et ils n'ont qu'à le faire. Parce que s'ils ne le font pas, ce qui se passe aujourd'hui, c'est bien sérieux. On me dit que oui, j'ai vu ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement. Aller à Dantokwa, c'est des milliers de personnes qui opèrent là. Et c'est... Je suis tenté de dire même que le marché d'Antokwa est comme un label pour nous. On veut enlever les gens. On nous dit qu'on va construire un centre commercial, je sais quoi. Ça profitera à qui? À un groupe. Pourquoi parlez-vous d'un groupe alors qu'on parle d'un centre commercial, justement? C'est beaucoup de personnes qui vont y travailler, Laurent Roland-Antonin Caisse. Un groupe commercial, enfin un centre commercial. Vous voulez que je vous détaille ça? N'est pas géré par. Vous voulez que je détaille ça? Une personne ou un groupe de personnes. Laissez-moi vous expliquer. C'est beaucoup d'emplois. Laissez-moi vous expliquer ça terre à terre. On a compris. Non, on a compris. Apparemment, vous n'avez pas compris. Dans le marché d'Antokwa aujourd'hui, il y a des gens qui ont des sociétés régulièrement enregistrées qui payent les impôts. Oui. D'accord? Qui payent, qui ont recruté des gens qui travaillent avec eux. Il y a des gens qui ont des établissements qui sont bien régulièrement déclarés. Donc, ça veut dire que c'est plusieurs entreprises ensemble. Par contre, quand on va mettre ça, c'est un groupe qui n'aura rien que des employés. Ce n'est pas la même chose, Ahmed Daripa. Ça ne sera jamais la même chose. Quand vous mettez sur pied un centre commercial,
les différents compartiments, les boutiques sont louées par plusieurs structures. Ce que donc, je vous il n'est pas impossible que ces structures aillent se réimplanter. Quand vous parlez, je vous dis, Ahmed Arekpa. Oui. Et après, même si un groupuscule d'hommes, crée un centre commercial, au-delà de tout, une partie de l'argent va dans les caisses de l'État quand on crée la structure. Donc, de quoi on parle? Vous pensez que c'est la même chose que quand les femmes opèrent au marché, les chefs d'entreprise opèrent au marché dans ton coin? Vous pensez que c'est la même chose? Ça n'a jamais sera jamais la même chose. En tout cas, je veux bien qu'un économiste vienne me dire le contraire sur ce plateau. Oui. On a vu on va prendre des avis d'experts. Oui, allez-y, cherchez-moi un expert. Qui vient me dire que j'ai tort. Oui. Maintenant, prenez le cas de Fuyosé, par exemple. On a délogé les gens, on a pris leur domaine, et on dit que c'est une entreprise privée qui prend les domaines qui va céder à d'autres investisseurs. Oui. Vous pensez que c'est... L'entreprise ne prend pas les domaines gratuitement, Laurent Roland-Tonigues. L'entreprise paiera des impôts par la suite. Donc, enfin, on va poursuivre Laurent Roland-Tonigues. Cessons de travailler pour satisfaire les groupes au détriment de la masse. Allez, mise sous mandat de dépôt, Dynamisme Info, on parle ce matin de l'ancien DG Absa, la main lourde contre un cas de laxisme à étendre à d'autres secteurs. Oui, malheureusement, d'abord sur la question, j'estime que je continue de dire, ce n'est pas seulement le DG de l'Absa qui doit être traité dans cette affaire. Il y a bien des responsabilités à d'autres niveaux. Et puis, sur la question de la nana retournée, rejetée, oui. Écoutez, posons-nous les vraies questions. Posons-nous les véritables questions pour savoir si véritablement, quand on a dit que là, non, il y a trop un taux de pesticides, est-ce que quand la France a dit ça, là on a été ramené au Bénin, est-ce que les cas d'ici ont refait l'analyse? Ok, bon, on fait ça, on n'a pas ces détails. On n'a pas ces détails. Bon, après, le porte-parole du gouvernement, je pense, a dit entre autres que oui, la nana béninois continue d'aller sur le marché français. Donc, oui. Ce que je dis, c'est quoi? Est-ce que la nana là en question, quand les gens ramenaient ça pour qu'on contrôle... Est-ce qu'on a fait une contre-expertise, c'est ça? Il faut faire ça. Parce qu'il ne faut pas être dans l'émotion pour sauter le délai pour le sauter. Bah, enfin, on suppose que si on en est allé jusqu'à une mise, jusqu'à l'arrestation du DG, c'est que oui, des enquêtes ont été faites. Je pense qu'il n'est pas le seul. Il y a un directeur de laboratoire aussi également qui est en prison. Avec on suppose que des enquêtes ont été faites. Donc quand on dit j'étais en prison. Parce que sur la question, il y a des en garde à vue et puis. Vous savez, il peut s'agir banalement d'une question de sabotage. Donc une fois que la nana, on interpelle sur la question, nous prenons la nana, nous analysons ici dans nos laboratoires également, parce que nous avons des laboratoires très bien équipés ici, qu'on ramène la nana en question et qu'on analyse pour voir si véritablement c'est vérifié ce qu'ils ont dit. Et quand c'est comme ça, alors, situons les vraies responsabilités. Je continue de dire que ce n'est pas seulement le DG Absa qui doit être tombé dans cette affaire. Pour revenir à ce qu'écrit Dynamisme Info ce matin, une main lourde donc qui doit être étendue à d'autres cas. Oui, il y a bien d'autres cas. Je ne citerai pas. Ils savent très bien mieux que moi. Ils sont bien informés. Ce n'est pas à nous de leur dire ce qu'il faut faire. Ils savent très bien qu'il y a bien des niveaux où il y a mauvaise gouvernance, mauvaise gestion, je ne sais quoi, mal donne. Et donc, c'est à eux de prendre les responsabilités. Et c'est dans ce même sillage, d'ailleurs, que Info Matin écrit gestion des sociétés d'État sous la rupture, du poste de DG à la prison, un seul pas. C'est une mise en garde, j'ai envie de dire. Non, mais oui, on a pu voir, ça a commencé avec la SONEB, David Babalola qui était allé en prison sous la rupture. On a pu voir après Agbeva, paix à son âme, qui est allé en prison et c'est après son décès. C'est après son décès qu'il a été innocenté, malheureusement. On a pu voir tout récemment le jeune de l'Obsu qui est parti également. On a vu comment ça a été. Et puis, on a pu aussi voir, comment vous appelez, on est en plein dans les dossiers Absa actuellement. On a pu aussi voir même si au niveau de l'immigration, la patronne n'est pas partie, mais toute l'équipe a été balayée. Cela montre clairement qu'il y a beaucoup de choses encore faites. Allez peut-être voir dans d'autres directions, il y a encore pire que ça qui se passe. Et à ce rythme, est-ce que des nominations ne vont pas commencer par être rejetées, refusées?
Oui, des gens peuvent... Non, voilà, il y a même le DG, il y a même le DGFNDA. Il y a le DGFNDA également qui est malheureusement qui allait en prison, Monsieur Oussou. Donc si une fois le poste lui qui avait même une bonne carrière avec, il était DG, je crois, de ma part, Insalidé. Il était tranquille. Il était tranquille quand il a eu le poste politique pour partir. Malheureusement, vous voyez la suite. Donc, oui, à cette allure, beaucoup pourraient rejeter des offres. En tout cas, moi, de ma position, des offres comme ça, je n'en veux pas. Et je pense que les gens, s'ils sont suffisamment intelligents... Parce que le problème, à un moment donné, vous pouvez faire une erreur, une banne. Regardez la question de l'ananas, par exemple. Pour un truc aussi banal comme ça, hein, c'est vrai que c'est une question de label béninois à l'ananas. Mais comment imaginer que c'est ça qui va l'emporter alors qu'il n'a pas mal géré la structure? De l'autre côté de l'option, on sait que là, il y a eu de la main qui a été mise dans l'argent public. Mais Agbeva, par exemple, on l'a accusé, on l'a jeté en prison. Mais finalement, le monsieur meurt en prison et puis après, on prononce le verdict, on dit qu'il est innocent. Vous imaginez un peu? Donc aujourd'hui, c'est pour ça que quand on a dit qu'on a sauté le DG, j'ai dit non, il ne fallait pas être vite réactif comme ça pour dire qu'on sanctionne quelqu'un. Et encore que c'est le ministre qui a vite sorti une note. Quand des autorités prennent rapidement des notes comme ça pour sanctionner les subalternes, posez-vous les vraies questions. Pourquoi on est pressé de faire ça? On aurait pu peut-être laisser le DG situer les responsabilités pour voir clair avant de le sauter. Donc, les responsabilités ont été situées. Autrement, ce qui me fait mal, ce qui me fait mal, non, c'est pas parce qu'il est mis sous mandat de dépôt que la responsabilité est située. J'ai évoqué le cas d'Agbeva, on l'a mis sous mandat de dépôt et après on a dit qu'il est innocent. Et malheureusement, le monsieur est déjà mort. Donc ça veut dire quoi? Ce qui me fait mal, c'est qu'un jour, qu'on me dise que le monsieur DG Absallah est innocent. C'est pourquoi il fallait peut-être les mettre sous convocation, les laisser. Si c'est de la question d'argent géré, on peut plus ou moins les mettre sous mandat de dépôt. Mais on dit ici, la question là, c'est une question de contrôle. Pourquoi le mettre sous mandat de dépôt à tout prix? Il faut étendre la mesure alors si on doit sanctionner les gens. On va finir, Laurent, par deux sujets au plan international. Démarrons par celui relatif à la France. Le quotidien Fraternité, voilà, qui écrit Laurent Roland-Tonnet, caisse législative en France, la gauche en tête devant les macronistes et le RN. Oui, fort heureusement. Pronostic déjoué, finalement. Oui, fort heureusement que RN n'a pas eu la majorité. J'ai pu suivre une vidéo. Heureusement pour qui? Non, mais. Heureusement pour qui? Pour ceux qui avaient peur d'être renvoyés par le Rassemblement national. Mais c'est curieux parce que la France aux Français, au-delà de tout. Oui. Je sais pas pourquoi. Non, moi je ne fais pas ça. On s'émeut de. Voilà. Je ne fais pas ce débat. Hier, il y a un monsieur qui m'a posé la question. Alors, ça se passe comment au niveau des législatives en France? Est-ce que c'est bénéfique pour les Africains? Je dis, mais de quoi on parle? De quoi on parle? Non. C'est comme si un Français voulait dire, ça se passe comment pour les législatives au Bénin? Est-ce que c'est bénéfique pour les Français? Mais non, le Bénin au Bénin, la France aux Français. Non, c'est pas fait de France aux Français. Oui. C'est la posture du Rassemblement national qui n'arrange pas en fait les vivre ensemble. En réalité, la France est France parce que beaucoup d'Africains y ont contribué. N'eût été les pays africains, c'était les vaillants population d'Afrique, la France, monsieur. Écoutez, mais ça c'est le passé, Laurent. Non, ce que je dis. Est-ce qu'il n'est pas temps que ces Africains viennent aussi contribuer? Est-ce qu'il n'est pas temps que ces Africains viennent aussi contribuer maintenant au développement de l'Afrique? Demandez à vos chefs d'État d'Afrique de bien gouverner, les Africains seront à l'aise chez eux. Si vous pouvez demander à vos chefs d'État d'Afrique là de bien gérer et de respecter leurs compatriotes. Je suis sûr que beaucoup d'Africains sont en Europe et ont envie de rentrer, venir. Mais ils savent très bien. Regardez le monsieur qui a parlé là, qui a fait 40 ans en France, qui est venu construire un frigo-sec, dont on a cassé la maison. D'accord? Vous pensez que comme ça, là, les Africains auront envie de venir verser en Afrique? Ce n'est pas l'apanage de l'Afrique de casser parfois? Non. Casser, pour reconstruire. Dans d'autres pays, les gens cassent pour construire, mais en respectant les gens. Oui. Ici, là, parfois on manque de respect. Vous pensez que les gens n'ont pas été respectés? C'est mon avis, je dis parfois on manque de respect. En tout cas, alors pour finir, Jordan Bardella ne sera pas Premier ministre. Oui. J'ai pu voir une vidéo où on lui demandait quelle est sa profession, il dit qu'il est député. On lui a dit, mais comment député? Il dit oui, qu'il est entré en politique à 19 ans, il est député européen, il dit mais qu'il est rentré en politique depuis
19 ans, il a été élu, donc finalement, il n'a pas appris à travailler. Il n'a pas appris à travailler. Quelqu'un se dit ça pour dire qu'il avait eu 5 sur 20 à l'université de Sorbonne et autant de choses. Donc, c'est un risque que la France ait à sa tête un Premier ministre comme Jordan Bardella qui n'a aucune expérience professionnelle et qui ne connaît rien de la souffrance des travailleurs, qui ne connaît rien de la gestion d'une entreprise. La question aujourd'hui, c'est OK, pas de Jordan Bardella, oui. Mais qui finalement? Mais attention. Mais qui finalement dans ce contexte? Mais attention, c'est que ne soyons que les gens ne se réjouissent pas de sitôt parce que le Rassemblement national peut revenir en force à tout moment. Bien sûr, parce que c'est parce qu'il y a eu des désisements pour arranger certaines listes dans certaines régions qu'ils ont réussi à abattre le Rassemblement national. Bien sûr. Quand ceux-là qui ont gagné aujourd'hui ne vont pas continuer à mieux faire pour les Français, je suis sûr que pour les prochaines élections, ils risquent d'être dégoûtés par le Rassemblement national. Pour le coup, en tout cas, le Rassemblement national double son effectif au Parlement au sortir de cette législative anticipée. On reviendra sur le sujet peut-être dans le courant de la semaine. Et pour finir, sur sous-régionaux, l'AES s'affirme, la CEDEAO toujours dans sa logique. On en parle d'ailleurs tout à l'heure dans l'actu décalé avec mes deux invités, Laurent. Création de la Confédération donc des États du Sahel et de l'autre côté, la CEDEAO qui réaffirme un peu voilà, sa position. Oui, mais ils n'ont pas d'autre choix que de revoir leur position par rapport à ces trois États. Les gens ont décidé d'évoluer, ils vont évoluer, ils iront très loin parce qu'on a pu voir où. Vous avez vu comment est-ce que Ibrahim Traoré a été accueilli à Niamey. C'est un signal fort pour les pays qui pensent vouloir combattre, en tout cas, pensent que combattre le Niger, le Mali, Burkina Faso. Et d'ailleurs, même vous vous rappelez de cette affaire quand il y a eu coup d'État au Niger où on a dit que par tous les moyens on va rétablir l'ordre constitutionnel. Le Burkina Faso et le Mali sont rentrés en jeu pour dire si jamais vous attaquez le Niger, on répondra. Donc, le mieux, c'est de faire avec les gens maintenant. Ils sont décidés de se mettre ensemble. Et c'est les trois pays qui ont des ressources minières assez énormes, qui ont de la force, en tout cas. S'ils arrivent à bien gérer leurs ressources, ils vont se développer d'ici là et très vite. Il vaut mieux composer avec eux plutôt que de chercher à les combattre. Autrement, nous avons fait les frais pour rien. Merci à vous, Laurent Roland.